Eh bien, bienvenue pour cette petite présentation de la réflexologie intestinale. Je vais la faire en version assez rapide quand même parce que je pourrais y passer la journée, voire plus. Alors, je trouve ça très intéressant de faire ça puis en début de journée par rapport à ces portes ouvertes parce qu'il faut savoir que cette méthode de réflexologie, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais en fait est le fondement de l'Institut Xanthis. Donc en fait c'est cette méthode mise au point en 1927 par Louise Thomas, donc devenue Louise Xanthi, qui était le surnom à mon père et donc Louise qui était sa première compagne. Et vous aurez peut-être remarqué qu'il y a des photos quand vous avez monté l'escalier, si vous n'avez pas pris le temps voilà, on a fait un petit hommage à toute cette histoire qui remonte donc à presque un siècle. Voilà, donc on va commencer par un petit voyage dans le temps. Il y a 5000 ans, le peuple de Sumer, c'est les premiers écrits en fait retrouvés dans l'histoire de l'humanité. Ces fameuses tablettes d'argile gravées en caractère cunéiforme font mention, dans ceux qui savent lire le sumérien, de techniques de lavement, de nettoyage intestinaux. Les premiers écrits, on retrouve déjà chez les Égyptiens, donc c'est le fameux papyrus d'Ebers, nous parle également de venir nettoyer l'intestin. Et peut-être qu'il prenait effectivement, il prend un exemple sur l'ibis du Nil, qui se fait lui-même des lavements en s'injectant de l'eau par voie rectale pour se libérer l'intestin. Il y a d'autres animaux aussi, d'autres oiseaux qui, avant leur migration, soit s'injectent de l'eau, ou soit prennent des purges pour avoir l'intestin libre, partir voler pendant des jours, des semaines. Alors chez les Égyptiens toujours, ils parlent alors je ne sais pas comment, Wad, on va dire, qui est l'origine de toutes nos maladies, de toutes les souffrances de l'humain. C'est pour eux la cause de tous les problèmes. Ça se traduit par matière de douleur. Et ces fameuses matières de douleur, en fait, résident donc dans nos entrailles, dans nos viscères. Donc il convient effectivement de se libérer de ces matières de douleur pour retrouver la santé. La fameuse tribu des Esséniens, c'était une tribu juive qui vivait donc, c'était un peu avant l'époque, avant l'ère chrétienne. D'ailleurs, Jésus était vraisemblablement un membre de cette communauté. Des Esséniens qui avaient beaucoup développé justement les méthodes de soins et pratiquent ces fameux lavements. Et il y a un très beau texte qui est retrouvé dans les évangiles apocryphes, qui ont été retrouvés dans les grottes de Qumran, je crois que c'est 1947, qui ont été datés donc, de l'époque du Christ. Et donc c'est le fameux évangile de la paix par le disciple Jean, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, qui est un texte absolument formidable sur la guérison des malades. Et où donc Jésus exprime comment faire un jeûne de 7 jours, et notamment chaque jour de ce jeûne, il convient de faire un lavement. Il explique ça, et c'est à la fois très inspiré, très poétique, très riche. Voilà. Et on retrouve également dans la Bible et dans le Coran des mentions de cette fameuse hygiène intestinale. On ne parle pas de réflexologie. Ça, c'est un terme que j'ai inventé, on va dire. Je vous en parlerai un petit peu après. Alors, dans la médecine chinoise, le fameux Wang Jineijing, qui est le livre jaune de l'empereur, qui retrace toutes les méthodes de santé, parle également de ça. Dans les médecines indiennes, dans le yoga notamment, où on retrouve la fameuse technique de Champrakshayana, qui consiste à boire 3 litres d'eau salée par série de verres alternés à des mouvements particuliers qui ouvrent les différents sphincters et qui permettent à l'eau salée de cheminer tout au long du tube digestif. Donc Champrakshayana pour les adeptes du yoga, un peu éprouvant quand même. J'ai testé, c'est assez physique, ça prend beaucoup de temps, il faut vraiment y consacrer toute la journée. Le temps, parce qu'en fait, le principe c'est de boire jusqu'à ce qu'en fait on évacue l'eau claire. Donc en fait on boit de l'eau salée et elle ressort aussi propre qu'elle est rentrée. Voilà, mais c'est intéressant. Dans la médecine tibétaine, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais vous voyez, on retrouve
Et oui, alors le médecin injecte de l'eau à son patient et puis fait faire des exercices pour bien faire circuler l'eau dans tout le corps et laver les viscères. Donc encore ça dans cette médecine. En Afrique, on n'a pas de traces écrites, mais vous voyez là cette maman qui soigne son bébé, son petit, en faisant un lavement directement, injection orale. Alors les pères de la médecine moderne, à commencer par Hippocrate. Hippocrate, le fameux comment on appelle, serment qui fonde la médecine moderne. Mais Hippocrate est un adepte et conseille énormément les lavements, mais de même que Avicenne, le père de la médecine arabe, qui était une médecine très très avancée, bien en avance sur l'Occident à l'époque du Moyen Âge, a laissé des traces importantes et également, on parle, plus près de nous, Galien, Paracelse, Ambroise Paré, et voilà, oui, les fameuses pompes pour la clistère qui était pratiquée dans les siècles derniers. Au XXe siècle, plusieurs professeurs, médecins et naturopathes de renom, notamment Mechnikov, qui en fait a été le premier à parler de la flore intestinale, du microbiote intestinal. Donc, on sait aujourd'hui que c'est là que se forge l'immunité. Mais vous voyez ce qu'il nous dit, que le foyer principal de notre empoisonnement, c'est le gros intestin. Le docteur Bircher-Benner, très connu également, et qui avait laissé son nom, c'est un médecin suisse, je crois, et qui avait laissé son nom, le fameux muesli, et un muesli qui portait son nom. On trouve encore des magasins où vous avez cette fameuse recette. Catherine Kousmine, des grandes de ce siècle, qui a également beaucoup fait pour nous éveiller sur la notion d'hygiène intestinale. Voilà ce qu'elle nous dit. Donc, ce sont des choses que la science découvre aujourd'hui, ça c'était il y a 50 ans, et aujourd'hui médicalement c'est complètement avéré. À l'époque ça paraissait, c'était pas du tout, aucun médecin, enfin la science moderne ne s'intéressait pas. Aujourd'hui la porosité intestinale c'est quelque chose qui, voilà, on sait que c'est une des grandes causes de nos souffrances. Tous les phénomènes d'inflammation, de dégénération. Voilà, Iron également, qui a beaucoup travaillé sur l'hydrothérapie du côlon, c'est le père de l'hydrothérapie du côlon aux États-Unis, et qui nous parle de matières abondantes qui sont évacuées lors de ces fameuses hydrothérapies du côlon. Alors, en 1927, naît donc la fameuse Théoxantis. C'est Louis Thomas, dont je parlais tout à l'heure, qui met au point ces méthodes corporelles, et qui va s'avérer, alors c'est son compagnon, mon père, M. Xanthi, donc, est beaucoup plus jeune qu'elle, il a 18 ans de moins qu'elle, mais très vite, il apporte ses qualités à l'Institut Xanthi, qui n'est pas, alors, à l'époque de Louis, c'est pas encore l'Institut Xanthi, en fait c'était un institut qui existait depuis 1825 et qui soignait différentes pathologies, tuberculose, etc. Il faut se remettre dans un contexte où à l'époque il n'y a pas de distinction entre médecine naturelle et médecine allopathique. Ça n'existe pas cette distinction. Ça va venir à peu près vers la Deuxième Guerre mondiale, et à partir du moment où il va y avoir les antibiotiques, etc. Et où là il y a vraiment une scission entre une médecine dite du progrès avec la chimie et les adeptes de ceux qui vont continuer de maintenir les principes de l'hygiène de vie. Voilà. Donc il y a vraiment une scission qui s'est faite, mais à l'époque, il n'y a pas ça. Et cet institut, donc, qui avant de s'appeler Xanthi, j'ai même oublié le nom là, était un centre de soins. Et quand Louise met au point cette méthode pour elle, et que mon père voit les résultats que ça donne sur quelques personnes qui viennent à l'institut, ils décident ensemble de l'introduire dans la plupart de leurs soins. Et c'est là que il va y avoir un succès de cet institut, en fait, entre 1930 et jusque dans la fin des années 70. Et beaucoup de personnes viendront, notamment pour perdre du poids, pour retrouver la jeunesse, la vitalité. Vous voyez, c'est intéressant, on voit sur cette photo
les fontes de masse, mais également la tonicité du coup tonicité musculaire. Voilà. C'est pas juste perdre du poids pour perdre du poids. Quand l'intestin en fait est libéré, il va non seulement effectivement mieux évacuer, l'organisme va mieux évacuer, mais aussi on va mieux assimiler. On ne cherche pas. C'est pas. Il y a beaucoup. À l'époque, ces photos sont très avant-gardistes. Aujourd'hui, les photos avant-après, c'est un peu. Ça paraît un peu désuet, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça n'existe pas. C'est la première fois qu'on voit comme ça des gens qui sont pris en photo. Et voilà, et mon père montre ça comme preuve et comme témoignage des bienfaits de la méthode. Voilà, donc il va prendre comme ça en photo des centaines, voire des milliers de personnes qui viennent à l'Institut et montrer l'évolution pour différentes personnes, différents profils, etc. Alors, il faut imaginer à l'époque, ça, c'est une photo agrandie à taille réelle, collée sur des planches en bois, découpées. Hein. On n'a pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, numériques, etc. Donc voilà, et elle va poser là en réel devant ses propres maquettes. Pour l'anecdote. Et dans l'Institut Xanthi, à l'époque, il y a des grands couloirs comme ça où vous traversez, et il y a ces séries de photos qui sont là. Alors, Picasso fait partie des personnes célèbres qui vous avez la coupure de presse dont est extrait cette petite photo sur le mur à l'endroit, et qui pratique la cure. On est l'Institut Xanthi dans le 9e arrondissement de Paris, près de la butte Montmartre. Et donc, dans cette époque, c'est le Parisien culturel, c'est les artistes, c'est les écrivains, c'est toute cette influence qu'il y a entre les deux guerres, dans lequel mon père est plongé, et qui vont faire de cet institut un lieu incontournable de la santé, du bien-être, et quand le corps va bien, l'esprit va bien. Et du coup, voilà, c'est aussi un carrefour de rencontres, de créativité, d'humanisme. Alors, ces intestins, quand on les regarde comme ça d'une manière simple, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, ils font 9 mètres de long, 400 mètres carrés de surface, et qu'ils sont à la première zone d'échange avec notre environnement. C'est vraiment la partie cachée de l'iceberg. Quand nous nous percevons, on a tendance à se percevoir au travers de notre forme extérieure. Notre peau, c'est quelques mètres carrés de contact avec l'environnement. Donc c'est très peu. Nous sommes en relation principalement avec notre environnement par le tube digestif. Également par les poumons, au niveau respiratoire. Mais le tube digestif a cette particularité que c'est le monde extérieur, la matière extérieure, les êtres vivants extérieurs que nous ingérons. En fait, notre environnement nous traverse par le tube digestif. 400 mètres carrés, imaginez de surface, quand vous déployez en fait les villosités intestinales, c'est énorme. Donc c'est par là que nous prenons le maximum d'informations, que notre corps, notre organisme est informé de ce qui se passe autour de nous, notamment au niveau microbien, bactérien, etc. Alors la première grande fonction, c'est de digérer, c'est-à-dire transformer des aliments comme une pomme, la fractionner, la digestion, la gestion du digestion, digérer, fragmenter, et d'assimiler, de recevoir, de se nourrir. Donc nos intestins que nous transportons dans notre ventre, ce sont en fait les racines de l'arbre. On vient de faire des exercices, on était vraiment sur cette connexion à l'arbre dans le Tai Chi, et cette conscience du ventre, cette conscience du hara, qui nous amène dans vraiment nos racines. Nos racines, elles sont là. Nos racines physiques, celles qui vont structurer tout notre édifice, c'est de là que nous prenons, c'est la source. Et regardez, même avant nos intestins, c'est le cordon ombilical de notre maman, quand nous sommes dans son ventre, c'est toujours par là, c'est cette zone du ventre qui est la connexion au vivant. Voilà, nous sommes conçus, notre corps se construit dans le ventre de notre mère, nous sommes reliés par le cordon ombilical, dès lors qu'on sort de ce ventre et que le cordon est coupé, c'est nos propres racines, voilà, on devient autonome et on va donc manger, digérer et assimiler, recevoir la vie par là.
Alors voilà, les fameuses villosités, c'est-à-dire qu'en fait la muqueuse interne de l'intestin est faite de replis sur lesquels il y a des micro-replis, donc ça on est sur un micro-repli. Et vous voyez, chaque petite villosité, qui est extrêmement petite, est parcourue de quantité de capillaires sanguins et lymphatiques. Rouge, bleu, c'est le sang, et en gris, le lymphe. Donc, qui vont capter les nutriments disponibles, suffisamment petits pour passer l'épithélium, traverser cette couche cellulaire et aller directement dans le sang. Nous sommes en lien vraiment le plus étroit entre notre milieu intérieur, le sang, et le milieu extérieur, se fait à ce niveau-là. Donc, mais il faut imaginer que c'est tout ce que l'on mange et la manière dont on l'a mangé aussi qui est là. Donc il faut que ce contenu digestif soit fluide pour permettre cette assimilation. Si les aliments sont mal digérés, parce qu'il y a eu du stress, parce que ce n'est pas des bons aliments, parce que ceci, cela, bon, bah, autant ça peut être extraordinaire, ce qui se passe ici, cet échange de vie, mais ça peut être aussi beaucoup de problèmes qui se manifestent ici. Voilà. Et, je pense là à la maladie de Crohn, qui est un phénomène de pathologie dégénérative qui est de plus en plus répandu. Et en fait, c'est ces villosités qui se désagrègent, en fait, qui perdent leur qualité intrinsèque et et du coup on perd notre capacité d'assimilation et c'est notre système immunitaire qui détruit en fait ces cellules. Troisième grand principe de ce qui se passe dans les intestins, c'est l'immunité et toute cette notion de défense. Donc c'est un schéma un petit peu complexe, mais qui nous explique en fait que les bons micro-organismes, enfin la bonne flore intestinale, est le moyen de lutter contre les pathogènes. En rouge, ce sont les pathogènes qui ne manquent pas de circuler dans ce tube digestif. Donc pour pas qu'en fait ils viennent dans les récepteurs et dans la muqueuse, dans le sang, dans la lymphe, eh bien en fait vous avez ces bons partenaires que sont on les appelle ferments probiotiques quand on les prend, quand on les consomme en complément alimentaire, mais fondamentalement on les a dès la naissance. Alors à la naissance c'est stérile, et quand on sort au moment de l'accouchement, en fait, le petit prend la flore de la maman, et en fait c'est cette première flore maternelle qui va structurer notre muqueuse digestive. Puis l'allaitement, alors il y a le premier lait, le colostrum, qui va permettre d'implanter aussi une bonne flore, une flore saine, et ensuite le lait maternel, et puis ensuite tout ce que nous allons aussi ingérer. C'est pour ça que le petit, il va toujours mettre à la bouche des tas de choses, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il va structurer sa flore intestinale et donc son système immunitaire. Alors, au niveau, on est encore dans des schémas un peu complexes, mais ici c'est la muqueuse intestinale, vous voyez. Donc là, le contenu, ce qu'on a mangé, donc avec les antigènes, c'est-à-dire vous prenez une pomme sur un arbre, elle est habitée de tout son écosystème bactérien, et quand vous la mangez, vous informez l'intestin de ce qui existe à l'extérieur. Et le corps va produire des cellules immunocompétentes adaptées à cet agresseur potentiel, qui va passer dans la voie sanguine et lymphatique et aller sur toutes les muqueuses du corps au cas où il y a une agression. Vous voyez, on dit que c'est la première barrière parce que c'est celle qui est, en termes de timing, la première zone d'information. Et en fait, là ici on est sur les bronches par exemple, au niveau des poumons, et bien en fait, les anticorps ont été formés dans l'intestin et ils sont déjà présents au cas où il y a une agression au niveau respiratoire. Donc vous voyez une primauté de l'intestin sur les autres barrières, les autres muqueuses du corps. Et ensuite, cette grande notion du second cerveau qui est très récente dans la connaissance, parler d'un second cerveau dans notre ventre, mais des traditions, encore une fois, le savaient
Et on le retrouve que ce soit dans les arts martiaux, là c'est le livre de Durkheim, Ara, centre spirituel ou centre vital de l'homme, centre vital ou centre spirituel, mais c'est la même chose. Parce qu'elle voit, oui, ça c'est le Christ, c'est très souvent, vous verrez, il y a des visuels comme ça, ou des statues, où le ventre est particulièrement mis en exergue, il y a une dimension comme ça d'énergie, de centrage, qu'on a un petit peu oublié dans notre culture. Notre culture occidentale a énormément développé celui qu'on appelle le premier cerveau, qui est en fait j'allais dire deuxième, mais en réalité même le troisième ou quatrième. C'est celui de la fin. On a tendance à s'identifier à celui-là parce qu'on s'identifie à nos pensées, mais en réalité c'est le dernier dans l'histoire. Notre cortex cérébral, c'est vraiment le tout dernier dans l'histoire de l'évolution. Et on le développe énormément, c'est sûr qu'il nous permet de créer beaucoup de choses, de technologies, d'objets, voilà. Mais bien souvent au détriment de celui qu'on nomme maintenant le second cerveau, qui qu'on aurait appelé le premier. Et d'ailleurs, vous avez donc ce fameux scientifique, Michael Gershon, c'est lui qui a le premier chercheur qui a vraiment mis en exergue cette notion de second cerveau. Vous voyez ici, on a tout le tube digestif, donc les fameuses lignes intestinales, les villosités, toutes les circulations de près, et les neurones qui vont en fait jusqu'au contact du milieu de la ligne intestinale et qui recouvrent ces fameux 400 mètres carrés de surface, ces 9 mètres de tube digestif. Alors, il est composé de 100 millions de neurones, ce qui est colossal. C'est les mêmes cellules que celles du cerveau au niveau embryonnaire. Il a un fonctionnement autonome, donc il dépend de personne. En fait, il ne dépend pas du cerveau du haut. Il peut, il fait sa vie, quoi. Alors, au niveau de l'échange d'informations, il envoie 9 fois plus d'informations à notre tête qu'il n'en reçoit. Donc, qui est le premier, qui est le deuxième. Donc, il contrôle l'immunité, qui on sait aujourd'hui est 80% digestive, ainsi que d'autres organes, en fait, parce qu'il agit sur le viscéral, mais en fait, il est en lien aussi avec tous les organes, tout ce qui est le foie, les reins, enfin, toute la vie autonome, toute la vie biologique. Il produit 20 neurotransmetteurs qui sont identiques à ceux qu'on retrouve dans les autres parties du corps, et notamment au cerveau, et notamment 95% de la sérotonine, qui est, vous savez, l'hormone le neurotransmetteur de la bonne humeur, elle est produite dans un milieu intestinal équilibré. Nos états psychologiques sont très très liés à ce qui se passe dans notre digestion. Vous pouvez peut-être remarquer en fonction de ce que vous mangez, le soir, la nuit, les rêves ne vont pas être les mêmes. Voilà. Et notre humeur n'est pas la même si on est à jeun, si on vient de manger. Donc il y a une influence très très forte. Voilà. Il intervient sur les rêves, à tel point que Michael Gershon a évoqué que ce second cerveau en fait était la matrice biologique de notre inconscient. Ce fameux inconscient dont on parle beaucoup depuis Freud et qu'on ne sait pas où situer dans le corps, qui est un concept psychologique, finalement aurait un système nerveux qui serait le système nerveux viscéral, le système nerveux entérique, second cerveau. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Alors, nos guerres intestines, effectivement, c'est un petit peu le combat des deux cerveaux, en fait. C'est que, je parlais de la culture occidentale qui développe énormément, effectivement, notre rationalité, notre raison. Souvent, c'est très très bien, mais parfois, c'est en opposition, en contradiction, en lutte avec les besoins primordiaux, et donc avec le second cerveau. Et il peut y avoir une situation conflictuelle entre moi et soi, enfin le côté l'être biologique avec toute sa dimension connectée à l'environnement. Il peut y avoir un conflit. Alors là, les raisons, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais bon, elles sont culturelles, elles sont éducatives, elles sont karmiques, elles sont sociétales, enfin voilà. Il y a des tas et des tas de raisons qui font qu'on a une difficulté à vivre en harmonie finalement avec la nature. Et la nature, en nous, c'est ça, c'est ce corps, c'est ce ventre. Et s'il n'y a pas cette harmonie, il y a conflit. Et quand il y a conflit,
Eh bien, vous voyez ce visuel-là du gros intestin, parfait, on va dire, on le retrouve jamais. C'est un dessin, mais on ne le retrouve jamais sur des radios. Même quelqu'un qui est en bonne santé, tout va bien, qui a un bon système digestif, qui n'a pas de pathologie, etc. Vous faites des radios, vous verrez toujours que le gros intestin, il n'a pas cette régularité de forme. Et là, très souvent, on a des cas de gros intestin, ce sont des reproductions de radio que j'ai redessinées. Hein, vous voyez, où la partie droite du gros intestin, très souvent, on la voit dilatée. Ici, c'est comme ascendant. Donc il va avoir tendance à accumuler plus de déchets. Et puis très souvent, le côlon descendant, qui va être hyper rétracté. Très très tendu. En fait, on a vu qu'il y a un système nerveux, mais ce système nerveux en fait contrôle tous les petits muscles. Il y a plein de fibres musculaires, parce qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, tout ça, il faut qu'il y ait une harmonie musculaire, des mouvements en fait, entre les fibres longitudinales, donc qui sont le long longitudinal, qui suivent dans ce sens-là, et les fibres circulaires qui entourent. Donc ces muscles longitudinaux et circulaires, leur combinaison harmonieuse des mouvements fait ce qu'on appelle le péristaltisme, la fonction péristaltique qui permet la bonne progression du bol alimentaire, puis de tout ce qui est conduit intestin, puis du bol fécal. Et s'il y a des souffrances, si ce système nerveux est perturbé, eh bien il va créer des tensions au niveau de ces muscles. Donc soit ils vont rester, puis ça peut, c'est pas forcément un mouvement, c'est-à-dire qu'en fait ça va créer une contraction qui va rester, ou un relâchement, une atonie et une perte du tonus musculaire et le côlon qui reste dilaté. Et ça, c'est beaucoup lié en fait à nos émotions, à notre capacité à être en harmonie avec ce qui se passe dans nos profondeurs. Et c'est vrai que tout dans nos modes de vie modernes pousse à être en désaccord avec l'harmonie viscérale. Le fait de manger à certaines heures, le fait de ne pas faire la sieste, le fait de... toutes les contraintes qu'on s'impose, qui vont contre l'écoute du corps, très souvent créent de la disharmonie. Une disharmonie intérieure. Alors quand l'intestin a des perturbations comme ça, c'est pas étonnant. Alors voilà, vu en coupe de manière très simple, la zone musculaire avec tous les vaisseaux, etc. Et vous avez en vert ici l'épithélium de surface, c'est-à-dire c'est la zone de contact, c'est les cellules épithéliales qui revêtent l'intestin. Et il faut savoir qu'elles se renouvellent tous les 48 heures. C'est la zone, c'est les cellules de notre corps qui se renouvellent le plus dans notre vie. Tous les 48 heures, il fait peau neuve. Parce qu'en fait, c'est très agressé, c'est très entre les bactéries, les sucs digestifs, les aliments, etc. Donc en fait, pour que les échanges se passent bien, il faut que cet épithélium soit toujours neuf. Donc il se renouvelle sans arrêt. Et puis à l'intérieur, la lumière intestinale. Quand il y a surcharge, on a vu juste avant l'intestin qui va être déformé, qui ne va pas bien évacuer ses déchets, vous allez avoir une accumulation de résidus alimentaires, de matières fécales, de différents, qui vont s'accumuler. L'intestin, lui, le gros intestin, il a pour fonction de réabsorber l'eau pour former les matières, en fait, entre le moment où ça arrive liquide dans le côlon ascendant, et bien en fait, en réabsorbant l'eau, on va former les matières. Il y a exactement, je crois, je ne me rappelle plus, c'est 73%, c'est très précis d'eau qui doit être réabsorbée pour avoir un transit régulier. 1% d'eau réabsorbée en plus, on va rentrer dans la constipation, et 1% en moins, on va être dans des selles liquides, en fait, diarrhée. Donc cet équilibre, il est assez délicat. Et dès que ça stagne, et bien en fait, ce qui est contre la paroi va s'assécher de plus en plus avec le temps. Et évidemment, sur ces zones-là, l'épithélium de l'intestin qui se régénère tous les 48 heures, il continue, mais les cellules s'accumulent, les cellules mortes qui s'accumulent sur les parois de l'intestin. Ce qu'on va appeler ce que mon père a appelé les peaux mortes, qui sont des couches successives d'intestin mort en fait. Alors voilà ce qui se passe quand on est dans un milieu comme ça, qui est censé être des racines de vie, mais là ça devient des racines de mort. C'était le docteur Dewey qui disait, là, notre faim et le siège en est le gros intestin.
la mort commence dans le côlon. C'est ça. La mort commence dans le côlon. Et en fait, eh bien, ça crée beaucoup de substances toxiques, hein, cancérigènes, allergènes, etc. Donc c'est vraiment un milieu qui est extrêmement malsain, et mais qui va quand même rentrer, parce qu'il y a quand même des organes lymphoïdes et tout, il y a des systèmes immunitaires qui empêchent, mais au bout d'un moment, ça rentre quand même. Et puis, premier niveau de réaction, c'est le corps va chercher à les évacuer par les autres émonctoires. Donc les poumons, les voies gynécologiques, la peau, foie vésicule biliaire, les reins, qui vont en fait être des relais d'évacuation de ces déchets. Ça, c'est ce que nous explique, c'est les fondements de la naturopathie. Alors voilà, donc je reviens sur ces fameuses peaux mortes là, ces desquamations qu'il y a dans l'intestin, parce que quand on fait cette cure de réflexologie intestinale, ça arrive qu'on évacue ces choses, et il ne faut pas avoir peur. Ce sont juste voilà, des cellules mortes qui tapissent l'intestin, et ça peut faire plusieurs mètres de long parfois quand ça s'évacue, en lambeaux, comme ça fait des plots. Moi je me rappelle la première grande cure que j'ai faite, je devais avoir à peu près 24 ans, et j'avais toujours eu une bonne hygiène de vie, hein, voilà, parce que mes parents, merci à eux de m'avoir apporté une bonne alimentation, etc. Mais ça n'empêche que quand j'ai fait la cure, je ne sais plus, à mi-parcours, j'avais des pelotes de ficelle, blanches, mais blanches écarlates, des pelotes de ficelle comme ça qui s'évacuaient voilà, pendant 2-3 jours, j'ai fait que ça, que des pelotes de ficelle comme ça blanches. Voilà. Alors bon, des fois c'est pas blanc, ça peut changer de... Mais voilà, alors souvent quand ça arrive, les gens pensent qu'ils ont un verre solitaire, ou, non, c'est à l'examen à chaque fois, on retrouve les cellules de l'intestin. Il faut savoir que ces cellules intestinales, je disais tout à l'heure, qui se renouvellent tous les 48 heures, elles composent la majeure partie de nos selles, des selles saines. 70% des matières fécales sont composées de ces cellules mortes, normalement. Donc c'est quand même beaucoup. C'est le vieux soi. Alors, petit schéma pour expliquer le principe de... Parce qu'en fait, on ne parlait pas de réflexologie intestinale à l'époque, hein, on parlait d'hygiène intestinale. C'est moi qui ai amené cette notion de réflexologie. Enfin, moi, puis d'autres, Daniel Kieffer aussi, pour ceux qui le connaissent. En fait, le principe de base, c'est que quand, en fait, il y a... je crois qu'on parle de plénitude rectale, enfin quand simplement on a besoin d'aller à la selle parce que l'ampoule rectale est pleine, normalement il y a une dilatation donc, de la muqueuse, et c'est cette dilatation de la muqueuse qui donne l'information sur des récepteurs barosensibles, sensibles à la pression, et qui donne l'information qu'il faut lancer le péristaltisme. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a dilatation ici, ça crée une vague péristaltique, une contraction propulsive, qui va partir et générer l'évacuation. Donc c'est ça en fait, c'est ce réflexe naturel là qui va être utilisé pour la méthode de nettoyage qu'a mis au point donc Louise en 1927. En fait, ce mécanisme a lieu dès que, enfin, si vous faites un lavement à l'eau, même avec de l'eau salée, à partir du moment où il y a dilatation, il y a effet réflexe. Donc toute hygiène intestinale a une action réflexe. La particularité de la douche, c'est que là, l'intensité de la stimulation est beaucoup plus importante qu'avec de l'eau salée. Et c'est là que c'est très intéressant parce qu'en fait, on va avoir donc une approche. Alors vous savez, pour ceux qui connaissent, il y a donc l'hydrothérapie du côlon, qui est une technique qu'on fait donc en cabinet avec une machine et un thérapeute qui va nous envoyer beaucoup d'eau dans l'intestin par lavage successif pour nous permettre de nettoyer vraiment tout le gros intestin. Là, on ne cherche pas du tout à avoir cette action de gros lavage. En fait. On ne va pas chercher à enlever beaucoup d'eau dans le gros intestin. On va juste envoyer 1 litre. Et en tout corps, des fois, on n'arrive pas à prendre le litre, mais ce qui est très peu pour la capacité de gros intestin, ça reste que sur la zone terminale. Et ce litre va être immédiatement évacué, donc on le prend et on va à la selle tout de suite, on l'évacue. Et le contact du liquide avec la muqueuse intestinale, ça a notamment des vertus astringentes, entre autres, et ça resserre les tissus, et du coup, en fait, il y a une forte stimulation
qui se fait sur cette muqueuse rectale. Et donc, cette évacuation du litre va être suivie pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, de contractions propulsives plus importantes qui se font dans le gros intestin, mais même on peut le ressentir sur tout le tube digestif, et qui vont en fait libérer, relancer le mouvement. Donc, les zones atones qui sont stimulées, les zones contractées qui se relâchent, et toutes les sécrétions aussi. Vous savez que c'est une muqueuse, c'est-à-dire que c'est les sécrétions de mucus, et donc une activation des sécrétions de mucus qui vont en fait décoller les déchets vraiment en profondeur. C'est pas un lavage mécanique, c'est vraiment stimuler le corps pour qu'il se libère lui-même des déchets. Voilà, donc en fait, ce programme de réflexologie, en fait, c'est donc cette action instantanée. Dès que vous prenez le liquide, vous ressentez instantanément le besoin d'aller à la selle. Plus important qu'avec de l'eau, hein, même si avec de l'eau aussi on peut ressentir ce besoin, mais là c'est beaucoup plus important. Progressif dans le sens où en fait chaque jour, c'est une cure qu'on va faire sur, alors ça peut être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus. Et en fait, il y a une progression dans les dosages qui permet en fait que cette stimulation réflexe augmente progressivement jusqu'à trouver aussi ce qui nous convient, parce qu'il ne faut pas aussi que ce soit trop fort, donc on l'adapte chacun à sa physiologie. Et profond parce qu'en fait, grâce au système nerveux, on ne stimule que cette zone, mais en stimulant cette zone, en fait, la réaction nerveuse se fait sur tout le tube digestif. Personnellement, moi, quand je fais cette séance, quand je vais aux toilettes, je salive. Il y a tout le tube digestif qui se met en action en fait. Voilà. Donc un des grands bénéfices, c'est d'assainir le milieu intestinal. C'est-à-dire que ça va simplement ce milieu qui accumule autant de déchets, où il y a une flore déséquilibrée, etc., va être purifié, libéré. Donc il va amener spontanément un rééquilibrage de la flore. Il faut savoir qu'en une demi-heure, la flore, si on nettoie complètement l'intestin, en une demi-heure, la flore se régénère complètement. Donc, et ce qui fait que les bonnes bactéries vont se redévelopper par rapport à des agents, des parasites par exemple, qui seraient présents. Il faut bien comprendre que les parasites sont là que parce qu'ils y trouvent les conditions favorables. Les parasites sont logés dans l'intestin, je pense au Candida albicans, il peut y avoir des tas de choses, hein. Mais ils sont là parce qu'en fait ils trouvent la bonne nourriture, le milieu, la bonne température et tout, ils ont leur petit confort, ils sont là, ils nous squattent. Ils nous squattent et ensuite, aujourd'hui on sait très bien que la plupart de nos instincts, de nos envies alimentaires, notamment les envies de sucre, ne sont pas le fait de notre choix. On dit « Ah j'aime ça, j'ai envie de ça, je veux ça ». Ça peut être très sain l'instinct, parce qu'il y a aussi une intelligence qui nous amène à choisir des aliments qui sont bons pour nous. Mais quand c'est souvent des envies, je ne sais pas, de sucre, de chocolat, de ceci, de cela, de céréales, etc., la plupart du temps, ce sont ces autres parasites qui sont logés là, qui envoient des neurotransmetteurs à notre second cerveau et qui leur dit « On a besoin que tu nous envoies ça ». Et l'information, elle arrive là, et nous, on croit qu'on veut ça. Mais pas du tout. C'est les parasites qui sont en nous qui dictent, qui nous télécomment, ils nous pilotent. Et en fait, on devient un petit peu leur serviteur. Voilà, ils sont là, ils ont trouvé leur place, et ils nous squattent tellement qu'on est un peu leur esclave. Donc, donc c'est vrai que quand on fait ce nettoyage, on se situe dans un monde c'est intéressant de le faire avec l'optique de dire je vais aussi changer mes habitudes de vie. C'est l'occasion d'être plus à l'écoute de ses besoins et de pas de faire des efforts dans le sens des régimes ou des choses comme ça, mais les aliments on sait très bien qui ne nous conviennent pas, de les mettre de côté, de faire le nettoyage dans ses placards. Autant on va faire le nettoyage dans son corps, c'est l'occasion de faire le nettoyage dans les placards de la maison pour ne pas laisser traîner les aliments on sait qu'ils ne nous conviennent pas. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que cette flore se régénérait très très vite. Et en fait, s'il n'y a pas les conditions favorables pour les parasites, ils ne vont pas se reformer. Le candidat, il ne va pas avoir la capacité à se déployer dans un milieu qui ne lui convient pas. Donc à partir
partir du moment où il y a ce nettoyage physiologique, il y a les conditions saines, d'une flore saine qui sont rétablies, et donc les bonnes bactéries qui sont en nous, les lactobacilles notamment, tous ceux qui sont les lactobacilles, c'est parce qu'ils produisent de l'acide lactique, c'est particulièrement le côlon droit ici, et qui en fait est un assainissant. Cet acide lactique va purifier et assainir le milieu. Et aucun candidat ne peut se loger quand il y a de l'acide lactique. Lui, il ne peut pas supporter ça. Donc il ne vient pas vous coloniser à ce moment-là. On a une fonction également de rééducation donc, de la musculature lisse intestinale, c'est-à-dire du péristaltisme et de toutes les fonctions qui sont liées au transit, etc. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas juste un nettoyage, c'est une rééducation. On n'a pas du tout ça dans une hydrothérapie du côlon. On va juste laver, il n'y a pas ce phénomène de rééducation musculaire. Et point non négligeable, la libération des tensions viscérales. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces tensions, ces déformations qui sont liées à des conflits intérieurs, je disais tout à l'heure des guerres intestines, à des souffrances, des traumatismes, que ce soit les nôtres ou ceux de nos parents dont nous sommes porteurs, on disait nos racines, mais c'est aussi tout le transgénérationnel, toutes les mémoires et les filiations parentales qui viennent se loger là dans nos tripes. Et toutes ces blessures de notre humanité, quelque part, dont nous sommes les héritiers et détenteurs et dont on a la responsabilité, quelque part, de guérir, de libérer, et bien là, pendant ces séances et pendant donc la durée de la cure, il y a vraiment une libération au niveau des organes, et du coup, ça va amener une plus grande sensibilité, c'est-à-dire que tout ce qui était très inconscient, en fait, a tendance à monter au niveau du conscient. Donc c'est très intéressant aussi d'accompagner ces nettoyages d'une démarche psychologique, si on est ouvert, notamment émotionnelle. Voilà, parce qu'en fait, les émotions, elles remontent à fleur, quoi. Et on devient beaucoup plus réceptif et sensible à ces émotions. C'est pour ça, d'ailleurs, que je propose notamment des retraites. Et pendant ces retraites d'une semaine, c'est propice aussi pour faire ces nettoyages. Parce qu'effectivement, ça permet d'accueillir tout ce qui remonte au niveau des émotions, d'être accompagné. Mais bon, c'est pas nécessaire non plus. On peut très bien... après, tout dépend. Ça, c'est chacun dans son chemin. Je veux dire, on est tous avec notre vie émotionnelle. C'est notre... chacun en est là où il en est. Et voilà, certains vont être très autonomes, vont libérer beaucoup de choses. D'autres, on peut avoir aussi besoin d'un thérapeute, d'un accompagnant. Et pendant la cure, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qu'on va aller voir, une thérapeute, et qu'on va voir, de faire ce qui va en fait nous mettre dans la sensibilité et nous permettre d'accueillir ce qui remonte en fait. Tout à l'heure, on a fait du tai chi, on va accueillir des flux d'énergie. Au niveau de l'écriture, on va accueillir de l'information inconsciente, on va pouvoir mettre en mots ce qui remonte de mémoire. Voilà, donc il y a des tas de techniques et d'approches qui permettent en fait de donner du sens à ce qui est en train d'émerger des profondeurs et qui peut faire peur, qui peut déranger parce qu'on n'a pas su les gérer. La plupart du temps, c'est des choses qu'on a subies et qui nous sont tombées dessus alors qu'on était juste des enfants et qu'on était en totale incapacité à faire face à ces choses-là. Maintenant que nous sommes devenus des adultes, on a quand même plus de recul et face à ces choses qui remontent, on peut donner du sens. Et être accompagné par quelqu'un qui a du recul par rapport à notre histoire, c'est très riche parce que ça va, pour peu que ce soit quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans l'empathie, dans une écoute de qualité, ça va nous permettre bien, effectivement de donner du sens et donc de réaligner tout ça. Alors on a libéré le corps, mais du coup on va arrêter nos schémas psychiques, nos croyances qui sont derrière aussi, parce qu'il y a beaucoup de fidélité, de loyauté familiale. Enfin, je peux pas partir là. Diapo suivante. Oui, donc un petit résumé des causes en fait, la causalité. Au départ, une mauvaise hygiène de vie. Alors, alimentaire, relationnel, etc. Bon, qu'on a choisi ou pas, la plupart du temps on ne l'a pas choisi, c'est un conditionnement, ça nous est arrivé. Ça va générer un déséquilibre de ce milieu intestinal qui va générer une intoxication de l'organisme, qui va également générer une dévitalisation, on ne va pas reconstituer suffisamment sa vitalité,
une fragilisation au niveau immunitaire et un mal-être, un état de mal-être, de désadaptation, d'inconfort. Ah, ça va plus vite que moi. Et donc, la réflexologie intestinale avec une hygiène de vie saine, alimentaire, relationnelle et psycho-émotionnelle, va permettre de retrouver cet équilibre intestinal, cet équilibre biologique, cet équilibre du corps, qui va détoxiquer, revitaliser, régénérer nos défenses et nous permettre de cheminer à nouveau vers le bien-être. Bien-être qui est en fait l'état d'harmonie entre finalement nos deux cerveaux, entre notre corps et la nature, notre être et la planète et l'univers et notre communauté. Voilà la proposition. Alors, je vous montre vite fait comment on pratique pour ceux qui n'ont jamais fait, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment on pratique cette fameuse douche. Donc on prépare le liquide de douche. Alors là, c'est plus bon schéma, parce que c'est plus 1 à 2, c'est de 1 à 4 maintenant. Parce que c'est plus les mêmes doses, elles sont plus petites et c'est plus progressif. On met de l'eau tiède dans une poche à lavement qui va être prise à 41 maximum dans la poche. Ça va descendre ensuite dans le tuyau et ça va refroidir, ce qui fait que ça arrive à 37, 39 dans l'ampoule rectale. On fait ça pas très loin des toilettes, parce que voilà. Alors la position pour introduire la canule, soit on se met à 4 pattes, soit on se met sur le dos, soit on se met sur le côté gauche. En fait, on se met pas sur le côté droit. Voilà. Donc en fait, on introduit la canule et le liquide descend en 2 minutes, 3 minutes, vous voyez, sur la fin du gros intestin. Et ensuite, on va aux toilettes et on laisse le corps faire. Et l'évacuation va durer peut-être 20 minutes, enfin ça dépend d'une séance. C'est grosso modo ça. Et après un moment de détente, bon, ça peut être de prendre un bain, ça peut être de s'allonger au chaud. Voilà. Une fois que la séance est finie, prenez un petit quart d'heure pour se relaxer. Et après, voilà, on n'est plus dérangé le reste de la journée. Voilà, donc nous préconisons un programme sur un mois, mais bon, c'est pas. On peut très bien faire juste une semaine. Mais quand on fait ce programme sur un mois, en fait, il y a une préparation avec ce produit Fibre Plus qui se prend une semaine avant, en fait, qui va préparer la muqueuse intestinale. Alors Fibre Plus, mais en fait, il n'y a pas que des fibres, il y a plein de choses. Et les fibres qui sont présentes, ce sont des fibres mucilagineuses, émollientes. Il n'y a pas de fibres dures type ligneuses, comme le son, des choses comme ça. C'est des fibres qui retiennent l'eau, en fait, et qui font comme une éponge sur le milieu intestinal, et qui vont réhydrater, en fait, ce qui était sec. Hein, je disais tout à l'heure que le long de la paroi, c'est sec. Et du coup, ça va réhydrater, voilà. Et puis bon, ça réharmonise plein de choses. Et au bout d'une semaine, en fait, on continue de le prendre pendant 30 jours, et puis on fait 6 jours. Alors, il y a une progression, je vous disais tout à l'heure, dans les doses, ici, de douche, pour les séances de douche intestinale. Et donc, chaque jour, en fait, on augmente les dosages les 4 premiers jours. Et puis ensuite, les 2 derniers, on reste sur le même seuil. Et puis après, paf, on fait une pause d'1 jour, pas de stimulation, et puis on reprend la semaine suivante, voilà, la progression. On fait ça 3 semaines de suite. Donc ça, c'est un grand programme complet qui permet d'avoir des résultats très intéressants. Voilà. Donc ce petit visuel, en fait, c'est l'illustration de ce que j'ai appelé Global Detox. En fait, c'est une méthode et c'est ce qu'on pratique dans ces retraites, en fait. Donc c'est une approche vraiment holistique, dans le sens où elle comprend tous les aspects du corps. Et en fait, c'est un résumé, ça, alors c'est une fleur de vie à la base, mais c'est un résumé de la méthode qui va nous permettre de vraiment accueillir toutes les dimensions de soi, mais dans une approche de détoxication. Ça va nous permettre de libérer le corps et le mental des charges et de pouvoir vraiment revenir au corps et d'accueillir nos émotions, nos perturbations et qu'elles soient libérées pour amener cette régénération du corps. En fait. Voilà, je suis l'auteur de ce livre La santé retrouvée
qui date maintenant, hein, mais il est toujours d'actualité, mais ça date de à peu près 2000, je crois, qui a été publié, 99 2000. Voilà, qui raconte un petit peu toute l'histoire de l'hygiène intestinale, de la méthode, de l'Institut parisien, et puis de comment on pratique et l'accompagnement, etc. Voilà, et qui est disponible ici à la boutique. Voilà. Donc je pense que là, je vous laisse libre cours à vos questions, et je serai ravi de répondre. S'il y en a. Moi j'ai une question. Oui. Rapidement, est-ce que vous pouvez expliquer la différence, parce que chez Xanthis, il y a une cure au café vert. Quelle est la différence avec cette cure de douche par rapport à la cure au café vert, avec les lavements au café vert? Voilà. Alors le lavement au café vert, effectivement, est très intéressant. Il a aussi une action réflexe, mais beaucoup moins importante. Si vraiment on cherche cette action réflexe avec la dimension, notamment libération émotionnelle et tout ça, c'est vraiment la douche Xanthis. Le programme réflexologie. Avec le café vert, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va aller nettoyer le foie particulièrement. La technique est différente. Au lieu de faire 1 litre, on fait 2 litres. Il y a un premier litre qui va juste servir effectivement de nettoyage du gros intestin, donc pour libérer les déchets qui sont dans le gros intestin, comme avec celle-là, mais moins intense. Et ensuite, on reprend un 2e litre de café vert, mais lui, on le garde. Enfin, on essaye de le garder. En tout cas, le plus longtemps possible. Et il y a une bonne partie de ce café vert en fait, qui va être absorbé donc, par le côlon, c'est une voie d'absorption de l'eau très importante. Et quand ça rentre dans la muqueuse du côlon, ça va où? Ça va dans le sang, dans la veine porte, qui va directement dans le foie. Et donc du coup, là, les principes actifs du café vert vont venir désincruster les cellules hépatiques et faire ce nettoyage. Voilà la différence. Est-ce qu'il y a une diète particulière à faire si on fait une cure douche Alors, il y a quelques... Dans les impératifs, on va éviter l'alcool et le poivre moulu, ou les aliments qui en contiennent. Voilà, parce qu'on a remarqué que voilà, le poivre moulu, en fait, dans l'intestin, très souvent, ça crée une inflammation. Et là, en fait, quand on fait cette cure, on devient beaucoup plus sensible aussi. Le niveau de sensibilité intestinale augmente. Et le poivre moulu étant extrêmement inflammatoire sur la muqueuse, souvent va générer des douleurs. Donc une semaine avant, on évite l'alcool et le poivre. Et ensuite, meilleure est votre alimentation, mieux c'est. Voilà. Mais c'est pas impératif. Parce qu'en fait aussi, le fait de faire ces séances, c'est de se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Et après, je dirais de voir quels sont les appels du corps et vers quel aliment on a envie d'aller. Mais c'est vrai que ça va être plutôt, voilà, il faut favoriser les légumes le plus possible, en cru, en cuit, cuisson douce, voilà, des protéines de qualité. Voilà, puis on va éviter les aliments industriels, c'est quand même mieux, tout ce qui est très transformé, tout ce qui est les sucres, etc. Moi j'ai encore une question. Est-ce que c'est une cure, on fait une fois par an une cure de 3 semaines, ou est-ce qu'on peut faire des cures d'entretien? Est-ce qu'il faut faire des cures d'entretien? Alors, une suggestion, c'est de faire une grande cure de 1 mois, voire plus, parce que, je ne sais pas si vous êtes dans le programme, il y a des petits pointillés ici, voilà, prolonger si besoin, c'est possible. Donc une grande cure, la première fois, l'année d'après, la renouveler, et puis ensuite, ou entre, des cures juste d'1 semaine, si on en ressent le besoin. Ça peut être en changement de saison, ou après une période d'excès. On fait juste quelques jours, 1 semaine, 6 jours, quoi. Et ça permet de retrouver tous les bienfaits. Mais les plus grands résultats vont être obtenus sur les 2 premières cures. Les 2 grandes premières cures qu'on va faire dans sa vie, c'est là que... Parce qu'en fait, c'est là qu'on vient aussi travailler sur des choses qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, enfin, accumulées. Et donc on libère. Et après, il n'y a pas besoin de faire des grandes cures tout le temps. Ensuite, l'entretien, 1 semaine de temps en temps, ça suffit largement. J'aurais 2 questions, si c'est possible. La première, c'est est-ce que cette cure est adaptée à toute personne, quel que soit son âge, voilà, sa condition physique? Et la deuxième question... Alors, c'est adapté... Voilà, oui, vas-y. Il faut, je dirais, une certaine autonomie pour pouvoir faire la séance, donc il y a la capacité de le faire.
Ensuite, on le déconseille aux femmes enceintes. Voilà, on le déconseille aux femmes enceintes. Ça peut être bien aussi. Voilà. Alors, pendant l'allaitement, ça peut être utilisé, mais on fait attention. Ça dépend. Si ça ne réduit pas la lactation, il n'y a pas de problème. Mais si ça a tendance, si ça peut réduire, parce qu'on dépense beaucoup d'énergie aussi dans le nettoyage. Donc ça peut aussi nous fatiguer. Donc c'est important de ne pas voilà, se surmener. Voilà, et puis après, si on ne va pas faire des lavements s'il y a une opération récente du gros intestin ces derniers mois, des choses comme ça. Voilà. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est une réflexologie, son efficacité va être d'autant plus grande qu'on a de l'énergie vitale. Plus il y a de vitalité, plus le corps va agir et va être capable. Quand il n'y a plus d'énergie, quand les batteries sont vraiment à plat, c'est pas juste le coup de fatigue, hein, mais quelqu'un qui est vraiment épuisé de fond, il faut peut-être d'abord recharger un peu, mettre au repos, faire de la détente, recharger peut-être avec un peu des vitamines, des choses comme ça, pour que la personne ait quand même un peu de vitalité, qu'elle soit, et du coup, qui va permettre le travail de la réflexologie. Et la deuxième question, c'était au regard, par exemple, de la médecine chinoise, est-ce qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres pour faire cette cure? Alors sur la saisonnalité, c'est vrai que printemps, été, automne, c'est bien. Les douches, là, spécifiquement, c'est de ça dont je parle, éviter en période froide. Voilà. Sauf pour des survitaux, hein. Les gens ils ont suffisamment d'énergie, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on va éviter en période froide. Voilà. Ben, merci. Merci. Il y a votre disposition pour Une question, oui. quand est-ce qu'on sait qu'on a besoin? Alors, soit il y a effectivement il y a un besoin parce qu'il y a une surcharge qu'on souhaite. On a vu par exemple par rapport au poids, mais ça peut être aussi parce qu'on est trop maigre, qu'on n'arrive pas à prendre du poids, que l'assimilation ne se fait pas bien. Mais ça peut être des troubles circulatoires, de la fatigue. Voilà, après, je dirais que c'est le mal-être. S'il y a du mal-être, de l'intoxication, des surcharges. Voilà, si on a des symptômes, des signes qui montrent que l'organisme est encrassé, si le transit par exemple est plutôt ralenti, effectivement ça c'est une indication majeure. Voilà. Et puis après ça peut être simplement en hygiène de vie, comme on va faire de temps en temps un jeûne. On peut faire un jeûne thérapeutique parce qu'on a une pathologie, mais on peut faire un jeûne préventif simplement parce qu'il y a ce besoin de se mettre au vert, d'être. Voilà, et ben c'est pareil. C'est une bonne détox de temps en temps parce qu'on sent qu'il y a ce besoin de se remettre à neuf, quoi, de faire un petit coup de ménage. Et voilà, donc là on est vraiment dans l'hygiène de vie et à la limite c'est même la meilleure indication, c'est celle-là. Pas attendre d'avoir de la souffrance pour agir. Voilà.